Bonjour et bienvenue à notre exploration approfondie des politiques familiales, un domaine essentiel au cœur de la vie sociale et gouvernementale. Les politiques familiales façonnent les fondements de nos sociétés en influençant notamment la manière dont nous soutenons, protégeons et encourageons les familles dans leur parcours quotidien. Dans notre vidéo, nous allons plonger dans le monde complexe et dynamique des politiques familiales. Nous allons nous concentrer sur leur rôle, leur évolution historique et plus spécifiquement leur implication actuelle. Ainsi, nous aborderons des questions cruciales dont comment les gouvernements abordent-ils les défis spécifiques auxquels sont confrontées les familles, quels sont les objectifs de ces politiques, ou encore comment contribuent-elles à créer une société plus équitable et plus résiliente. Nous examinerons comment les politiques familiales s'adaptent aux évolutions démographiques, mais aussi aux changements sociaux comme aux aspirations des citoyens. Au-delà des allocations ou des avantages financiers, nous allons explorer ensemble les dimensions sociales et culturelles qui reconnaissent que les familles jouent un rôle central dans la formation d'une société. Alors partons ensemble pour ce voyage, pour découvrir ces politiques familiales et notamment pour approfondir leur impact sur nos vies. La politique familiale peut être définie comme l'ensemble des mesures, des dispositifs et des actions mises en œuvre par un gouvernement ou une entité politique pour soutenir et influencer les structures familiales au sein de la société. Elle vise à répondre aux besoins des familles, à promouvoir leur bien-être, à favoriser l'égalité des chances entre les membres de la famille, mais aussi à contribuer au développement harmonieux des individus au sein d'une communauté. Les objectifs de la politique familiale peuvent varier, mais ils incluent généralement la promotion de la natalité, la réduction des inégalités sociales, le soutien aux familles confrontées à des difficultés économiques, voire au renforcement des liens familiaux, ou encore à la création d'un environnement favorable à l'épanouissement des membres de la famille à différentes étapes de leur vie. En résumé, la politique familiale est une composante importante des politiques sociales, mais axée spécifiquement sur les familles en tant qu'unité sociale, ayant pour objectif d'améliorer leur qualité de vie et de favoriser leur intégration dans la société. Dès l'origine, la politique familiale de la France poursuit deux objectifs. Un objectif nataliste et un objectif de redistribution par la compensation des charges familiales. Dans les années 70, elle va aussi intégrer une approche bien plus sociale qui sera davantage destinée aux ménages en difficulté. Les premières mesures en faveur des familles datent déjà de la fin du XIXe siècle avec les caisses ouvrières de secours mutuels et des sursalaires familiaux accordés par les patrons sociaux à leurs ouvriers. D'ailleurs, les mouvements anticléricaux, conservateurs et catholiques vont aussi créer des associations pour encourager le développement démographique et militer pour des mesures d'aide aux familles. Toutes ces initiatives seront étendues au lendemain de la Première Guerre mondiale, car cette dernière avait entraîné plus d'1,7 million de morts en France. D'ailleurs, la disparition de milliers de jeunes paysans va accélérer le vieillissement du monde rural. Le déficit démographique entraîne donc un appel à la main-d'œuvre étrangère, mais surtout à la promotion d'une politique familiale nataliste. En 1911, un groupe parlementaire de protection des familles nombreuses sera créé et ainsi de nombreuses mesures seront adoptées entre 1920 et 1930, notamment pour assister les familles nombreuses, pour interdire la propagande en faveur de la contraception, voire y mettre en place la pénalisation de l'avortement, vont limiter des divorces, vont prévoir des primes à la natalité ou encore réduire le service militaire pour les aînés de familles nombreuses. La loi Landry du 11 mars 1932 va généraliser les allocations familiales pour tous les salariés de l'industrie et du commerce ayant au moins deux enfants. Dans les années 20 et dans les années 30, plus de 200 caisses de compensation patronale sont créées. Les allocations familiales sont généralisées quant à elles en 1938.
Elles deviennent ainsi indépendantes des salaires et des entreprises et seront donc étendues aux exploitations et artisans ruraux. En 1939, avec la menace de guerre, le gouvernement Daladier va promulguer le Code de la famille et de la natalité française. Ce dernier va rassembler et unifier les textes relatifs à la famille et va constituer le premier texte cohérent de la politique familiale. L'approche nataliste, d'ailleurs, est affirmée et confirmée par le gouvernement Daladier, qui lui-même n'hésite pas à dire qu'un pays désert ne peut pas être un pays libre. Le Code de la famille prévoira donc le renforcement de la progressivité des allocations en fonction du nombre d'enfants, des primes à la naissance, l'allocation dite de la mère au foyer ou encore des mesures fiscales qui vont charger les célibataires et les ménages sans enfants. Il va intégrer aussi des mesures qui vont concerner la protection de la maternité pour promouvoir notamment la médecine périnatale et lutter contre l'avortement, mais aussi des mesures qui concernent la protection de l'enfance, notamment le régime d'adoption, et encore la protection de la race avec un renforcement de la législation contre l'outrage aux bonnes mœurs, la toxicomanie et l'alcoolisme. L'application de ces mesures est stoppée par la guerre, mais il ne faut pas oublier que le gouvernement de Vichy va aussi prôner des actions en faveur des familles. La famille est en effet l'un des piliers de l'ordre moral et a pour le fondement la mère au foyer. En 1945, le risque famille est intégré dans le régime général de la sécurité sociale naissante et les caisses de compensation sont unifiées dans la caisse d'allocation familiale. D'ailleurs, différentes prestations vont être créées et seront complétées par le quotient familial, qui répond à un souci de justice redistributive. D'ailleurs, les revenus qui sont liés à la famille, et notamment les allocations familiales, seront déclarés non imposables. En 1948, l'allocation logement est créée et va constituer une extension de la politique familiale. Au cours des années 50-60, la politique familiale s'étend et se complexifie avec la création notamment de nouvelles allocations, telles que l'allocation de la mère au foyer en 1955, l'allocation d'éducation spécialisée des mineurs infirmes en 1963 ou encore l'allocation d'orphelins. L'allocation de rentrée scolaire sera, elle, créée en 1974. Le baby-boom ayant éloigné la menace démographique, la politique familiale se consacre désormais à perpétuer un modèle familial fondé sur le mariage, une famille d'au moins 3 enfants, où la mère reste au foyer et le père exerce une activité salariée. À partir des années 60, toutefois, il ne faut pas oublier que va s'opérer une diversification des modèles familiaux. Malheureusement, la politique familiale ne sera pas toujours en accord avec ces évolutions sociétales. Il ne faut pas, par exemple, oublier que dès 1965, la loi met fin à la situation de dépendance de la femme mariée. En 1967, la contraception sera autorisée. En 1970, l'autorité parentale devient l'autorité parentale partagée. Et en 1975, une loi permet le divorce par consentement mutuel et la loi Veil légalise l'avortement. Toutes ces évolutions sociétales remettent en question les dimensions religieuses, sociales et patrimoniales du mariage. Donc, la famille entre dans une période de turbulence qui va se traduire notamment par une augmentation des divorces et des concubinage, ce qui conduit bien évidemment à une diversification des familles et donc la nécessité de revoir la politique familiale. Dans les années 80, on va parler par exemple de familles décomposées, puis ensuite de familles recomposées. La politique familiale tente donc de répondre à ces évolutions à travers notamment de la création de l'allocation parents isolés en 1976 et elle va notamment ajuster la situation fiscale des couples vivant en concubinage. À partir de la moitié des années 70, les ménages monoparentaux retiennent l'attention. Leur nombre progresse et deux phénomènes doivent être enregistrés par rapport à ce type de ménage et de famille. La banalisation qui va atténuer la stigmatisation des mères seules
et surtout ce que nous connaissons très bien aujourd'hui, la précarisation économique de ces familles. Si les écarts de trajectoire sont très importants en fonction de l'appartenance sociale et de l'activité professionnelle, la dissociation familiale accélère une vulnérabilité économique que les prestations sociales ne compensent pas suffisamment. Surtout, on assistera à une féminisation de la pauvreté et un accroissement des recours aux dispositifs de protection de l'enfance. Il faut noter qu'en 1995, un enfant pauvre sur cinq vit dans une famille monoparentale contre 1 sur 10 en 1985. Donc, l'isolement social et les inégalités deviennent des questions très importantes pour la politique familiale. L'enjeu auquel doit faire face donc la politique familiale à partir des années 70, c'est la lutte contre la pauvreté des familles et notamment des familles monoparentales. C'est ainsi qu'à partir des années 70, on va instaurer des nouvelles allocations, des nouvelles prestations sous condition de ressources. Donc la politique familiale tend à devenir une politique en faveur des familles pauvres, mais le cœur de cette politique, les allocations familiales, reste toujours indépendant du revenu des familles. La politique familiale garde ainsi sa tradition nataliste et familialiste, mais qui sera attachée au maintien de l'équilibre de vie des familles et des générations. Elle continue à valoriser les services et les équipements dont les familles ont besoin dans leur vie quotidienne. Dès les années 80, les caisses d'allocation familiale vont mettre l'accent sur la petite enfance, notamment en relation avec le développement du travail des femmes. Le congé parental d'éducation est mis en place à partir de 1984 et de nouvelles prestations sont créées. Pour trois d'entre elles, aucune condition de ressources n'est exigée. C'est le cas de l'allocation parentale d'éducation. Il s'agit à la fois de faciliter l'accueil des enfants, mais aussi de contribuer au développement des emplois de service. La place plus importante prise par les prestations sous condition de ressources est liée principalement aux prestations de logement, allocation de logement social ou allocation logement. Bien que versées par les CAF, ces nouvelles prestations n'ont pas un caractère strictement familial. Elles sont étendues progressivement aux jeunes salariés, aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap, aux étudiants. À partir de là, la politique familiale devient un véritable instrument au service du lien social et par conséquent, elle devient très hétérogène.